Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Estelle du blog Someplace Called Home. Bonjour Estelle. Bonjour. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à nos auditeurs ? Alors, donc voilà, je m'appelle Estelle, je suis blogueuse, voilà, j'ai un blog couture et mode responsable et je suis aussi créatrice des patrons Apolline Patterns. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as commencé à coudre et ton parcours couture s'il te plaît ? Bah alors, c'est complètement fou en fait parce que ça a commencé à une soirée chez des amis où une personne qui est aussi très créative m'a dit mais c'est dingue, moi je t'imaginais bien coudre ou comme tu imagines toujours tes vêtements, tu t'es jamais posé la question de faire de la couture. Et là, je me suis sentie comme dans un moment de solitude parce que ma grand-mère est couturière. Ma grand-mère faisait les vêtements à ma maman. Donc vraiment, on a quand même un bassin avec proche de la couture. Elle me faisait mes déguisements, certains de mes vêtements. Et je me suis jamais posé la question. Voilà. Du coup, j'étais en train de... Donc, cette amie me dit ça. Et je pense que 3 jours après, j'étais déjà en train de regarder, bon, quelle machine je m'achète pour essayer de me lancer. Donc, j'ai acheté ma machine à coudre. Mon premier patron, c'était le livre de Charlotte Ozu, J'apprends à coudre mes vêtements et accessoires. Et du coup, je me suis lancée. D'accord. J'ai regardé des tutos et puis en fait, je suis tombée après dedans comme Obélix dans la potion magique, c'est-à-dire que il n'y avait pas de point de retour, quoi. C'est devenu très vite quelque chose enfin une passion, quoi. Et en plus, ça complétait énormément en fait ce que tu proposais déjà sur ton blog, c'est-à-dire des propositions mode, des tenues et une façon de présenter tout ça, quoi. Ouais, et c'était une manière aussi de se distinguer peut-être un peu, parce que des comptes mode, il y en a plein. Et même moi, en faisant mes contenus, je me sentais un peu limitée. Je me disais, bon, mais c'est super, je propose ça, je montre comment je suis habillée, mais je trouvais qu'il manquait un peu de fond ou de matière. Et du coup, c'est vrai que la couture, c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Donc, on est un peu fier ou content de montrer, bah, moi, j'ai choisi ce tissu, je l'ai associé à ce patron et voilà ce que ça donne. Je suis contente de aller au travail avec ma tenue et d'en parler, et puis de partager, et puis de dire moi j'ai modifié ça parce que si sur un patron ou plein de choses. En fait, je trouvais que c'était vraiment très enrichissant dès le début les échanges qu'on pouvais avoir sur le thème de la couture, tout en gardant effectivement le côté très mode. J'associe ça avec des vêtements du prêt-à-porter, ou alors je me fais une tenue qui va ensemble ou des choses comme ça. Ouais. Et comment est-ce que tu envisageais tes choix de patron ? Est-ce que tu partais de patron et t'es plutôt attiré par la blogosphère couture ? Ou est-ce que tu partais vraiment des tenues mode que tu pouvais rencontrer sur les blogs ou sur Instagram ? Et puis de ça, tu essayais de trouver le patron qui correspondait le mieux pour l'adapter ? Je crois que j'étais plutôt dans la deuxième option, c'est-à-dire que effectivement, je suis énormément de marques de prêt-à-porter pour m'inspirer. Du coup, je commençais à chercher les patrons qui pouvaient correspondre. Et en fait, c'est pour ça que j'en suis très vite arrivée au modélisme. En fait, j'ai l'impression que j'ai commencé la couture en même temps que le modélisme parce que j'achetais mon patron, mais il correspondait pas tout à fait à ce que j'avais en tête. Du Ouais. coup, dès les premiers, en fait, je commençais à modifier, que ce soit le fait que le décolleté soit plus ou moins échancré, enfin vraiment apporter des modifications dès le début. Je trouvais ça super intéressant. Et donc justement, comment est-ce que, de manière aussi rapide finalement, tu en es venue d'une passionnée de couture à créatrice de patron ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours et comment tu as enrichi ta pratique et pour en arriver là aujourd'hui ? Et ben en fait, j'ai l'impression que enfin ça s'est pas fait sur un hasard, mais j'ai un peu été portée, je pense, par tous les commentaires que je pouvais recevoir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je voyais que ce que je proposais plaisait, du coup je me suis dit bah super, continuons. Et le modélisme, c'était une manière d'apporter vraiment ma touche, c'est-à-dire que les vêtements que je proposais partaient au début de certains patrons, mais représentaient bien ce que j'avais envie de porter. Du coup, dès le début, je me suis acheté, alors c'était les tomes de Teresa Jiluska.
Chiluska, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est des tomes de référence en fait pour le modélisme. Il y en a 3 et donc sur le vêtement féminin. Du coup, j'ai commencé à apprendre à faire mon buste de base, à y apporter quelques modifications en m'entraînant sur les manches, sur les décolletés, sur les découpes. Et en fait, comme je faisais ça à chaque nouveau vêtement, enfin, ça m'a permis en fait d'avancer plus vite. Oui. Voilà, je faisais du modélisme dès le début, c'est-à-dire que enfin voilà, je sais pas si c'est clair. Tout de suite, tu as modifié les patrons plutôt que de les prendre juste en modifiant pour une encolure ou une adaptation de la poitrine ou des manches ou des choses comme ça. Toi, tu as tout de suite ajouté des détails ou fait des petites modifications plutôt design plutôt que d'aisance, de fit, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai acheté très peu de patrons en tout, à part les livres parce que j'adore ça. Mais voilà, je faisais vraiment de A à Z, le buste de base, et ensuite le modèle comme je l'avais imaginé. Et puis après, par la suite, j'ai pris aussi des cours beaucoup sur Artisan. Ils ont des packs modélisme qui sont vraiment top et intéressants. C'est vrai que voilà, c'est toujours des contraintes de temps et de coût puisque je travaille à côté de mon blog. Et du coup, ça me permettait vraiment le soir de me poser devant mon ordi et d'apprendre comment on faisait un buste de base, comment on faisait une jupe de base, comment on faisait un pantalon de base. Et vraiment, ils m'ont énormément appris et c'est ce qui m'a permis aussi de lancer ma marque avec plus de confiance parce que je me disais, bon, j'ai quand même appris des bases pour pouvoir proposer un travail professionnel, quoi. Ouais. Parce que c'était ça l'enjeu. Oui, oui, tout à fait. Et comment est-ce que tu crées aujourd'hui tes modèles? Je sais que tu as publié il y a pas très longtemps ta deuxième collection, ta première collection automne-hiver. Et avant, tu Ouais. avais proposé une collection printemps-été. Donc déjà, tu as fait le choix de proposer des collections. Comment est-ce que tu as fait ces choix et puis quelles sont tes inspirations? Alors, pourquoi une collection? Parce que je crois que c'est une grosse inspiration encore du prêt-à-porter. C'est-à-dire que ce que j'aime en fait quand les marques de prêt-à-porter sortent leur collection, c'est qu'il y a tout un lookbook avec une atmosphère, c'est-à-dire que chaque collection représente quelque chose. Et je me disais que si je sortais un modèle tous les 3 mois, par exemple, j'aurais peut-être moins cette unité et moins ce côté un peu fort, un peu prêt-à-porter. Du coup, c'est pour ça que je me suis toujours dit, allez, je fais au moins 3 modèles et puis ça représentera chacun un univers. Des envies à un moment donné. J'aimais bien le principe des collections. Après, pour les inspirations, je suis une fervente admiratrice de la marque des Petits Hauts, en tout cas dans l'univers, que ce soit esthétique que dans les coupes très intemporelles. Mais en fait, il y a beaucoup de marques qui sont intéressantes. Je me nourris aussi pas mal des livres de mode, mais qui datent, disons, des années 30 ou voilà, d'autres époques que je feuillette. Et je me fais, en fait, à chaque fois que j'aime un modèle ou j'aime une coupe, un détail, je le consigne dans un petit book que j'ai. Et puis à la fin, ça s'étoffe. Et à chaque fois que je me remets dans un processus créatif, j'essaye de voir quels sont les modèles qui vraiment m'attirent l'œil et que j'aimerais adapter pour le prêt-à-porter aujourd'hui, etc. D'accord. Ah, c'est intéressant. J'avais cru lire que tu proposais, en fait, tu dessinais toi-même un vêtement avec des détails, puis tu essayais plein de détails et tu mettais tout à côté, puis tu essayais de voir ce qui correspond, ce qui marchait le mieux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme des planches, en fait. Disons que à ce stade-là, j'ai déjà une idée bien précise hein, de ce que je veux faire. Voilà, on se demande toujours, bon, si je veux faire des petits volants, est-ce que je les mets aux manches? Est-ce que je les mets sur le col? Est-ce que je les mets sur une partie du col seulement? Et donc, je fais des petits dessins alignés côte à côte. Et je décide. Après, c'est confronté au moment où je commence à faire les prototypes, donc à les coudre. Parfois, je mets plus de détails et je me dis, bon, si je les enlève là, c'est vrai que c'est bien sur le col, c'est bien sur la manche, c'est bien sur... Et j'arbitre comme ça, mais ouais, j'essaye d'avoir une idée un peu précise déjà au dessin. Et quand est-ce que dans tout ce parcours couture, j'ai envie de dire, t'as vraiment pensé à lancer toi-même ta marque? Et question subsidiaire, le fait que ton blog n'ait pas le même nom que ta marque de patron. Comment est-ce que c'est venu et comment est-ce que t'as choisi ça? Alors, sur le nom du blog qui est différent,
C'est-à-dire qu'au début, j'ai créé mon blog, je faisais surtout de la mode. C'était vraiment le début. Je partageais mes looks, il y avait moins le côté couture, donc ça s'appelait Someplace Called Home. Et je trouvais que voilà, au moment de créer ma marque de patron, je trouvais que le nom du blog ne correspondait pas à ce que je voulais transmettre pour une marque. Du coup, j'ai cherché en fait quel nom pourrait me plaire. Ça m'a pris 3 ou 4 mois de trouver un nom de marque parce que c'est pas facile quoi. Parce que une fois qu'on la dépose, elle est déposée et les gens l'appellent comme ça. Donc on peut pas changer tous les 4 matins de nom de marque. Et je me suis demandé après, est-ce que finalement le blog ne devient pas Apolline Pattern? C'était une possibilité, mais je voulais pas déjà que les gens, je trouve que c'est déjà compliqué avec mon nom d'Instagram et mon nom de blog. Mon nom d'Instagram, c'est Estelle-SPCH, donc c'est les initiales de Someplace Called Home, mais les gens le savent pas toujours. Du coup, je trouvais que si je rechangeais mon nom de blog, plus une nouvelle marque, c'était compliqué. Rien que pour la lisibilité, parce que ça faisait 2 ans que le blog était en ligne et il était connu comme ça. Donc, je voulais pas changer et j'ai pas trouvé mieux non plus. J'ai cherché une période, mais je trouvais pas mieux. Voilà. Et j'ai perdu la question. Je disais oui, quand est-ce que tu as décidé de prendre ce côté professionnel, création de patron? Parce que j'imagine que c'est une nouvelle porte professionnelle qui s'ouvre à toi, plus qu'une grosse passion, vu comment ça se développe. Donc comment est-ce que tu as fait ce changement dans ta tête et dans tes projets pour en arriver là? Et bien en fait, alors avant le lancement de ma collection en mai, j'avais déjà fait quelques patrons que je mettais sur mon blog. C'était que du PDF parce que voilà, j'avais pas le statut d'entreprise. Et en fait, j'ai vu que effectivement, ces patrons étaient achetés. Du coup, je me suis dit, c'est super. Franchement, la couture, c'est ma passion. Si je pouvais en faire un métier, ce serait complètement dingue. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je me mets vraiment sur le développement de ma marque. Donc créer une identité, créer voilà, une image, essayer de proposer des patrons pochettes parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un marqueur du fait que ce soit vraiment professionnel. Beaucoup le font, c'est-à-dire à la fois PDF et pochette. Je trouvais vraiment que ça instaurait la marque dans l'espace. Et du coup, si Apolline n'a pas le même nom que le blog, c'est aussi parce que je voulais que le blog ne soit pas un espace commercial. Je voulais vraiment garder l'indépendance, parler d'autres sujets, c'est-à-dire de la mode. Je voulais vraiment qu'on garde cette authenticité et que ça soit pas d'une manière ou d'une autre cannibalisé par Apolline, qui est vraiment la marque de patron. Je voulais que je reste aussi blogueuse, proche de ma communauté, que j'échange, que je donne des conseils et pas vraiment d'avoir tout le côté parce que voilà, on est obligé de parler de sa marque et tout. Bien sûr. C'est voilà, ce qui me permet de vivre. Mais je voulais quand même garder les deux et rester blogueuse indépendante. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, je voulais évoquer au mois de mai, il y a aussi un article dans le magazine Passion Couture qui est sorti. On t'a contacté. Est-ce que ça a changé en fait le retour qu'on avait sur ce que tu faisais? Est-ce que tu as eu de nouvelles personnes qui sont venues te suivre ou qu'est-ce qui s'est passé avec cet article de chouette? C'était moi ça m'a beaucoup surpris effectivement, c'est Toinette donc qui gère le magazine qui m'a contactée, elle venait juste de me découvrir sur Instagram et elle m'a dit elle aimait bien ce que je faisais, mon univers et effectivement d'avoir un article dans la presse. Alors j'ai eu des gens qui m'ont écrit sur Instagram en me disant je reçois le Passion Couture créative, je t'ai découverte, c'est intéressant le volet couture mais aussi façon de consommer. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi pour cette double casquette. Du coup, après, c'est vrai qu'on a noué de nouvelles relations puisque récemment, j'ai sorti un patron pour Passion Couture Créative. Donc, c'était dans le hors-série hiver. On m'a proposé de créer un patron. Donc, forcément, c'est de la crédibilité pour l'entreprise. C'est sûr que c'est pas la blogueuse qui sort son patron sur son e-shop. C'est une reconnaissance, en fait, de quelqu'un du milieu. Donc, c'était assez dingue, mais super positif, quoi. Super.
Et en termes d'outils de travail, je sais que tu as évoqué une ou deux fois les logiciels que tu utilises pour patronner. Comment tu as appris ça et est-ce que tu utilises quelqu'un pour grader ou est-ce que c'est toi qui grades toute seule? Enfin, je sais que à suivre plusieurs créateurs et créatrices de patrons, c'est souvent une question qui se pose. C'est quoi je vais dire tes outils professionnels pour travailler aujourd'hui pour les patrons que tu proposes? Alors, j'utilise pour tout ce qui est conception du patron un logiciel qui est donc gratuit, formidable, qui s'appelle. Alors, son ancien nom c'était Valentina. Maintenant, c'est Simly 2D, donc SEAMLY 2D. C'est un logiciel qui est en anglais, mais voilà, c'est en open source, donc c'est quand même assez fou d'avoir accès à quelque chose qui a été pensé pour faire du patron de couture. Et le gros avantage de cet outil, c'est qu'on peut remplir des tableaux de taille. Donc pour chaque taille, par exemple, remplir automatiquement donc le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, plein de mesures comme ça qui permettent du coup de grader automatiquement. D'accord. Donc ça, c'est un outil très utile. Ensuite, il n'est pas très sexy esthétiquement. C'est-à-dire que une fois que j'ai conçu mon patron, je vais utiliser Adobe Illustrator. Ouais. Pour améliorer, mettre des petites couleurs, changer les pointillés pour les traits, pour les différentes tailles, ajouter des jolies petites indications avec le nom du patron, le nom de la pièce, combien de fois on la coupe, etc. pour rendre le truc vraiment sympa. Et ensuite, mon outil, ce sont des testeuses qui testent chacune des tailles de chaque patron. Enfin, j'ai des testeuses, donc des tailles 34 à 46. Donc chaque patron est testé et ça me permet justement d'être plus au réel parce que c'est vrai que les gradations automatiques c'est super, ça avance énormément le travail, ça permet de gagner du temps, mais je veux savoir avant de sortir mon patron qu'effectivement tout va bien dans toutes les tailles et que c'est pas trop ajusté à la poitrine ou aux hanches, etc. Tout à fait. Et j'utilise aussi après c'est tout ce qui est le côté esthétique, mais j'utilise aussi InDesign, donc toujours de la suite Adobe. Donc, c'est ce qui permet de faire les livrets d'instructions, la mise en page. Oui, tout à fait. Donc, tous ces outils pour permettre de vendre quelque chose, en fait, d'assez joli. D'ailleurs, dans tes livrets de patron, donc tu mets des dessins. Oui. Très bien. Que je fais avec Illustrator, voilà, principalement. D'ailleurs, tu proposes aussi des vidéos pour accompagner tes patrons. Oui, c'est quelque chose qui m'a semblé assez indispensable. Alors, c'était beaucoup de retours parce qu'au début, je faisais pas forcément des do-it-yourself. Et en fait, j'ai compris que beaucoup de personnes se lançaient un peu en autodidacte, c'est-à-dire qu'on prenait pas forcément de cours quand on commençait la couture. On avait tendance à acheter sa machine à coudre et à se lancer avec YouTube, les blogs, etc. Du coup, dès le début, en fait, j'ai plein de personnes qui m'avaient dit « Ah, ce serait super les do-it-yourself vidéo ». Et je me suis dit « Ok, c'est dans mes cordes, alors faisons-le ». Parce qu'en fait, avant tout ça, j'étais journaliste TV. Donc, du coup, j'avais appris à tourner des images, à les monter. Donc, je me suis dit, OK, c'est vrai que les do-it-yourself vidéo, c'est super. Et effectivement, ils sont de plus en plus vus parce que, par exemple, pour le manteau que j'ai sorti, je me suis dit, si je fais pas un do-it-yourself, c'est vrai que c'est une pièce qui fait peur parce que tout est doublé intégralement. On manie des tissus, parfois avec de l'épaisseur. Et c'est un montage un peu différent d'une blouse ou d'une jupe qui sont plus accessibles. Donc voilà, les do-it-yourself, c'est très, très important. Et de même que les petits tutos. J'ai commencé à en faire quelques-uns sur les bases en couture, c'est-à-dire les ourlets, apprendre à poser une parmenture, couper son tissu, les notions de droit fil, comment assembler un patron aussi numérique, qui n'est pas toujours évident. Voilà. Oui, je partagerai ces informations sur l'article de blog qui regroupe toutes ces notes. Et en effet, il y a toute une partie technique avec tout plein de tutoriels de base en fait pour coudre ces vêtements. Et c'est vrai que j'ai regardé, c'est intéressant. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de les créer. J'avais une question. Tu nous as annoncé que tu allais te marier. Oui. Donc félicitations. Merci. Déjà. Et oui. c'est ça. En fait, je trouvais ça très chouette parce que c'est une annonce, surtout quand on fait de la couture ou de la mode, c'est quelque chose qui, il y a tout ce côté-là sur la robe, sur l'esthétisme, etc., qui correspond parfaitement à ce que tu partages dans ton blog. Et en même temps, je trouve ça très discret, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui peuvent être partagées et en même temps, ça peut rester ton événement à toi. Et je trouve que tu le fais assez bien. Donc
Félicitations. Tu partageais entre autres deux choses. Alors, je sais que tu as participé à la vidéo ou en tout cas à la présentation du cours d'artisane sur coudre sa robe de mariée, puis coudre une déclinaison des robes de fête en fait pour proposer aussi des options demoiselle d'honneur, etc. Et tu as aussi proposé un petit concours dessiner sa robe de mariée. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites choses autour de ce thème-là, sur ce que tu proposes Oui. sur le blog? Effectivement, pour revenir au tout début de ce que tu disais, c'était effectivement la robe, enfin, quand on se marie, c'est vrai qu'il y a un côté très couture. En plus, quand on adore la mode et la couture, enfin, et la couture, vraiment, la robe de mariée, c'est quand même le truc le plus dingue, je pense, qu'on peut avoir dans une vie. Donc, Tout à c'était fait. important, effectivement, d'en parler sur mon blog. Et de parler plus à travers ce biais plutôt que de raconter, bon, j'ai choisi tel traiteur, ou des choses comme ça qui me paraissaient un petit peu moins justifiées. Effectivement, on a envie de garder un peu la surprise. Moi, je sais que j'ai des proches qui me suivent et qui lisent mon blog et j'ai pas envie qu'ils sachent avant d'arriver sur le lieu pour conserver toute la magie. Donc, c'était aussi ma manière vraiment de justement de parler du mariage sans parler de mon mariage, Tout et à surtout que fait. ça soit utile aussi pour les gens qui se marieront ou se marient déjà en 2020, il y en a pas mal, ou se marieront après. Effectivement, artisane, donc ça c'était oui en avril ou mai dernier. En fait, ils avaient lancé un petit concours sur Instagram dans leur story en disant si le projet vous intéresse, envoyez-nous un petit message. Et du coup, je m'étais dit super, ça m'intéressait, je me suis dit bon, je vais candidater, on verra. Et effectivement, on a créé des robes de demoiselles d'honneur pour accompagner donc la robe de mariée qui est faite par Camille de Saint-Léger, qui est donc créatrice de robes de mariée et qui a fait un cours excellent vraiment chez Artisane, qui apprend plein de choses, comment coudre de la dentelle, comment faire des festons, comment faire des empiècements en tulle brodé, enfin vraiment plein de choses et que je recommande chaudement. Et j'ai appris plein de choses et puis surtout c'était assez drôle parce qu'on s'est toutes retrouvées. C'était en avril, il faisait très froid, je me rappelle, parce que du coup on était en petite robe comme si c'était en plein été et on a été dans le 6e arrondissement à Paris pour faire cette petite séance photo pour illustrer le cours de la robe de mariée. Donc c'était de belles rencontres, c'était super sympa. Et donc vous avez chacune cousu les robes que vous portez pour le shooting de cette C'est ça. présentation. D'accord. Ouais, c'est Ok. ça. On avait le choix dans une sélection de tissus. Notre mission, c'était de coudre chacune des robes et d'être là le jour du shooting. Bon, bah super. Et donc toi, tu ne courras pas ta robe de mariée. C'est vrai que tu as évoqué des créatrices françaises qui proposent des collections intéressantes et originales. Et donc toi, c'est ce que tu as fait comme choix, mais tu as proposé à tes lecteurs et lectrices d'imaginer leur robe de mariée imaginaire, c'est ça? C'est ça. Parce qu'effectivement, alors moi j'ai un gros défaut, c'est que si je m'étais mise à coudre ma robe et qu'imaginons sur la doublure, donc quelque chose de pas visible, qui est un défaut, je pense que je n'aurais pas passé une bonne journée. Donc du coup, je me suis dit, je ne prends pas cette responsabilité, je la délègue à une créatrice française qui a l'habitude de faire des robes de mariée et de les coudre et c'est fait par des professionnels, donc super. C'est un projet quand même qui fait rêver la robe de mariée. J'avais envie de le traiter d'une manière peut-être plus légère sur le blog. Je m'étais dit, le must, ce serait carrément qu'une robe arrive au catalogue d'Apolline Patterns. Alors je me suis dit, allez, tentons un concours créatif. J'ai proposé donc à ma communauté de m'envoyer les dessins de leur robe de mariée, imaginaire ou alors pour certaines, c'est carrément des robes de mariée donc qu'elles visent pour 2020 puisque les personnes qui ont participé se mariaient souvent. Voilà, en D'accord. 2020, donc elles avaient une idée un peu précise de ce qu'elles voulaient. Et du coup, voilà, elles m'ont envoyé leurs dessins. Et là, je suis en train justement enfin, je viens de terminer de récupérer toutes les candidatures. Les lauréats n'ont pas été annoncés. Mais D'accord. je trouvais ça assez intéressant. Et puis, c'était une manière différente de participer. Voilà. Il y en a qui sont vraiment, enfin, qui sont doués, quoi, qui font vraiment du dessin pour le plaisir. Et ça, c'est top. Bon, t'as dû avoir de belles choses. On a hâte de voir les Mm, mm. résultats que tu proposes et ce qui Oui. peut sortir de tout ça, en tout cas. Tu partageais également au mois d'octobre, ou enfin t'as pas partagé le tutoriel, mais disons que t'as partagé une action qui est proposée de manière caritative pour créer des petits coussins du cœur. Est-ce que tu peux juste nous raconter à quoi servent ces coussins et dans quel but ils sont créés? En fait, c'est ma petite mercerie qui m'a contactée pour me parler de cette initiative qui était donc pour Octobre Rose. Donc, c'est pour lutter en fait contre le cancer du sein. Donc, il y a une partie des bénéfices qui allait à la Ligue contre le cancer, mais surtout
partout. On pouvait donc confectionner ces coussins qui servent aux femmes en fait qui ont subi des interventions chirurgicales au niveau de la poitrine. C'est un coussin qui se place dans le creux de l'aisselle. Et la forme fait que elles peuvent reposer cette partie donc après l'opération pour se reposer et avoir moins de douleur. En gros, c'est de faire participer parce que ce coussin, on met 20 minutes tout au plus à le coudre. Mais si on est beaucoup à prendre 20 minutes de son temps pour coudre un coussin, ça fait autant de coussins qu'on peut ensuite envoyer donc dans les centres de la Ligue du cancer qui redistribuent ensuite au niveau des hôpitaux. D'accord. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Une belle initiative. Je sais qu'une année, il y avait eu toute cette mobilisation avec le jaune et l'endométriose. Donc je trouve que si la couture peut permettre parfois de s'engager pour des causes importantes où des gens souffrent, c'est bien. Tout à fait. D'ailleurs, on partagera le tutoriel qui est toujours disponible sur le site de la petite mercerie, oui. Au moins avec le patron, pour que si vous voulez en réaliser, que vous puissiez vous lancer. J'avais envie de parler encore un petit peu couture avec toi. Tu proposes donc dans la continuité de tes cours vidéo qui sont très didactiques et assez débutants pour accompagner vraiment les gens qui se mettent à la couture comme tu as dû l'être à un moment. Tu proposes un e-book pour apprendre la couture. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que tu proposes dans cet e-book gratuit? En fait, l'idée de cet e-book, c'était vraiment de se mettre à la place d'une débutante qui a même pas sa machine à coudre avec elle. D'accord. Donc on part vraiment à la base. Du coup, il y a des conseils en termes de machine à coudre où j'explique encore une fois la base, mais les machines électroniques vs les machines mécaniques. Quelle est la différence? Quelques références de machines que j'ai pu tester ou dont j'ai eu de bons échos. Après, donc c'est un e-book qui marche justement avec mes do it yourself, donc sur la vidéo qui apprend les techniques de base de couture ou alors celles pour apprendre à assembler son patron, plier son tissu, le découper, etc. Donc j'explique toutes ces étapes. J'avais aussi envie de proposer un exercice pratique parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Je voulais pas forcément perdre de temps parce que je suis pas patiente à faire des à faire des fausses toiles ou alors des lignes et des lignes de couture avant d'apprendre à coudre droit. Je voulais vraiment passer à quelque chose de concret. Donc par exemple des vêtements. Donc j'ai conçu un top débutant. Donc le patron est gratuit et accessible sur mon blog. Et dans ce livret, donc pour les débutants, dans l'e-book, il y a tout le processus justement écrit pour coudre ce top. Et effectivement, il est aussi accompagné d'un do-it-yourself vidéo pour apprendre à coudre. Très bien. Donc tous les auditeurs et tous ceux qui sont tentés par se lancer dans la couture ou renforcer leur basique pourront retrouver toutes les informations dans cet e-book et sur tes vidéos. Merci beaucoup. Dis-moi, tu as lancé ce blog d'abord dans une idée plutôt mode. Tu as effectué un tournant il y a quelques temps justement en passant à la couture. Mais dans les deux pratiques, j'ai envie de dire, il y a ce questionnement que tu as eu qui est pour une mode responsable et une couture plus responsable ou éthique ou tous les jolis mots qu'on met aujourd'hui derrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu envisages tout ça dans ton quotidien et la façon dont tu en parles et comment tu partages sur le sujet? En fait, la mode éthique ou responsable, c'est un peu imposé après que j'ai vu le film qui s'appelle The True Cost, qui était à l'époque sur Netflix. Il y est plus. Je sais pas comment on peut le regarder aujourd'hui. Je crois qu'il faut l'acheter. Voilà, c'est un film. Donc en français, c'est Le Vrai Prix. Quel est le vrai prix en fait d'un t-shirt d'une marque de fast fashion? Et en fait, ça m'a tellement interloquée et dégoûtée en fait de l'industrie que je me suis dit c'est plus possible. Je vais plus acheter dans ces marques. J'ai pas envie de cautionner le travail de femmes qui sont obligées d'emmener leurs enfants en bas âge avec elles parce qu'elles peuvent pas se permettre de ne pas travailler. Ces enfants sont et elles-mêmes dans des conditions vraiment déplorables avec des produits chimiques partout. Enfin, le reportage fait vraiment froid dans le dos. Et à partir de ce moment, je me suis dit ok. En plus, pour le coup, j'étais une grande consommatrice parce que j'aimais vraiment la mode. Donc, j'avais besoin de toujours avoir des nouveautés. Donc, je me suis dit, non, à partir de ce moment-là, c'est plus possible. Je vais m'intéresser à ce qui se fait en France ou alors les marques qui sont vraiment responsables. Ça prend un peu de temps parce que c'est un nouvel univers auquel il faut se familiariser. C'est aussi un coût qui est pas le même. Donc, le temps de transformer son dressing, ça prend un peu de temps. Et j'avais envie de partager tout ça sur le blog parce que je pense que c'est une prise de conscience qui est un peu globale en ce moment.
pense que beaucoup de gens aussi sont à la recherche d'une consommation plus responsable et surtout plus raisonnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une blouse tous les jours nouvelle ou toutes les semaines ou de s'acheter quelque chose tout le temps. Et donc du coup, dans mon quotidien, je n'achète plus de marques de fast fashion. Je crois que je peux dire maintenant que ça fait 1 an et demi que je ne suis pas allée dans une marque de fast fashion. Voilà. J'essaye le plus souvent au niveau des vêtements, quand c'est pas chez des marques estampillées éthiques, de regarder la matière, de regarder où c'est produit avant d'acheter. Ouais. Donc déjà s'il y a Made in China ou pire Bangladesh, même pour une marque un peu quali, je n'achète pas. Je me reporte sur un autre choix. D'accord. Après c'est une démarche qu'on a aussi à la maison, pas forcément dans la mode. C'est vrai qu'on consomme majoritairement bio. C'est pour une question plutôt de santé en fait, parce que il y a moins de perturbateurs de toutes sortes, moins de polluants utilisés dans l'industrie bio. Tout à fait. C'est aussi dans tout ce qui est cosmétique. Ça fait 3 ans que je ne mets plus de cosmétiques qui ne soient pas bio ou certifiés par un des labels bio. Donc c'est vraiment toute une démarche en fait. On essaye aussi de faire attention avec des choses comme le film plastique, le papier aluminium, de les réduire au maximum. On utilise plutôt des coupettes ou alors des assiettes qu'on retourne pour éviter de jeter. La couture aussi. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode éthique, j'avais vraiment un dilemme, c'est-à-dire que c'est pas encore évident de retrouver des choses vraiment sympas, vraiment mode, qu'on aime. C'est difficile de trouver une marque qui nous corresponde à 100% au niveau du style. Et en plus, c'est un sacré coût. Justifié, mais c'est quand même c'est quand même un coût qu'on ne peut pas tous se permettre parce qu'on galère tous un peu parfois en fin de mois. Tout à fait. Et la couture, mine de rien, comme c'est nous qui cousons, donc il n'y a pas de main d'œuvre en fait à rémunérer, ça me permettait aussi de me faire des vêtements qui correspondaient mieux à mon style et surtout sans cautionner les pratiques de la fast fashion. Donc c'était vraiment lié en fait. Oui. Et les deux, tout va ensemble. Et puis après, ça va être les choix de tissus qu'on va faire, exact, qui là aussi vont être questionnés, tout à fait. Mais je pense que quand je discutais avec Virginie du blog Avril sur un fil, elle expliquait bien que c'était vraiment un tournant général qu'elle avait pris et qui se répercutait et dans sa couture, qui était plus raisonnée en termes de combien elle va faire et ce qu'elle va choisir de coudre et avec quel tissu, mais également dans ce qu'elle va manger, de ce qu'elle va acheter au quotidien, que ce soit son matériel, etc. Donc je pense que oui, moi aussi je me sens impactée par tout ça et je pense qu'on peut pas juste cantonner un changement éthique à une branche de son quotidien, mais que ça va être impacté sur la nourriture, notre façon de consommer de manière générale. Et je pense que au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, qui était choisir un produit différemment, ça va être qui peut être long au niveau de son dressing, etc. Ça va aussi être de changer la façon de faire. C'est-à-dire que, comme tu disais, est-ce qu'on a besoin d'une blouse nouvelle toutes les semaines ? Non, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va repenser notre dressing, etc. Donc, Ouais. Et c'est vrai que le choix des tissus, c'est encore compliqué. Ça, ils en parlaient très bien dans le documentaire dont je parlais. C'est vrai que c'est assez opaque encore. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est imprimé en France, c'est au Ecotex, mais où c'est qu'on a prélevé les fils, il y a plein de questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas les réponses. Donc on est aussi un peu limité par ça dans nos choix de consommation. Enfin, moi je le ressens comme ça et du coup c'est difficile. Des fois, je me retrouve dans des dilemmes en me disant oui, je parle de mode éthique ou de couture responsable, mais en même temps, voilà, j'ai cousu quelque chose dans une viscose. La viscose, on sait que c'est pas la meilleure option en matière d'écologie. C'est quand même super gourmand en eau. On a besoin de produits chimiques, donc c'est pas évident d'être totalement cohérent encore. Mais je me dis que avec cette prise de conscience un peu globale, peut-être qu'on arrivera un jour à avoir, soit dans le prêt-à-porter ou alors dans la couture, dans l'offre de tissus ou de mercerie, quelque chose de plus vraiment plus transparent, plus global. Et encore une fois, il y a des marques qui essayent vraiment, je pense à Aurélie qui s'occupe de Filétique. Tout à fait. Qui essaye de proposer vraiment des tissus sympas, c'est-à-dire pas uniquement des tissus pour enfants ou avec des imprimés, etc. J'espère que ça portera ses fruits. Oui, je pense qu'il y en a quelques-uns et moi qui étais à la grande mercerie la semaine dernière, je les ai croisés, mais c'est vrai que des fois on peut ne pas forcément tous les connaître ou trouver qu'il n'y a pas assez de choix entre guillemets. Donc et puis c'est aussi découvrir d'autres formes de tissus, d'autres types de tissage, etc. Donc il y a plein de choses à faire encore dans ce domaine. Ouais, c'est sûr.
D'ailleurs, en parlant de style et de comment on s'habille, etc., j'avais envie d'évoquer avec toi le style en fait de ton blog et ton Instagram. T'as fait le choix de beaucoup te mettre en scène, ce qui est normal quand on présente des vêtements et qu'on présente des looks. Quand on remonte un petit peu sur ton blog, on se rend compte qu'il y a tout un travail que tu as fait sur toi-même. On va dire, bah dis donc, c'est vraiment chouette ce qu'elle présente, elle est très sûre d'elle. Et en plus, je trouve que tu représentes vraiment le chic parisien, je dirais très classique. Enfin, moi qui ne le suis pas du tout comme ça, je trouve ça très joli à regarder, très agréable. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont sûrement se dire, mais bon, bah c'est chouette, elle est jolie, elle est pas grosse, tout va bien. Et en fait, on se rend compte que chacun cache ses fêlures derrière. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du travail que tu as fait et de ce que ce blog et de Instagram, le fait de te prendre en photo, tout ça a pu apporter à cette confiance en toi? Ouais, bah alors ça c'est un sujet en plus. Enfin maintenant j'en parle très librement et bon, j'espère que ça va choquer personne. Hein. Mais c'est vrai que on a effectivement quand on se met en scène sur Instagram, il y a tout un côté oui bon voilà elle s'assume. Mais en fait ça n'a pas du tout été le cas. J'ai en fait autour de mes 20 ans. J'ai eu des gros soucis par rapport à l'alimentation, donc anorexie, boulimie, donc confiance en soi niveau 0. Tout à fait, On peut dire malheureusement. ça comme ça. Voilà. Donc c'est heureusement, je m'en suis sortie hein, parce que c'est une maladie en Tout fait. à fait. C'est pas juste une lubie de vouloir être fine ou comme les mannequins. Enfin ça c'est vraiment pas la bonne interprétation. Et ça a mis du temps. Hein. Je pense que je suis restée dans le noir à peu près 5 ou 6 ans. Ouais. Voilà, c'est ma maman qui m'a beaucoup répété mais ça va pas, mais comme elle pouvait quoi, parce qu'elle était un peu impuissante face à ça. Et ensuite bon, ça a été une rencontre, hein, celle avec mon fiancé, voilà, qui m'a fait prendre confiance en moi. En fait, je pense que vraiment de 20 à 26 ans, j'ai pas vécu les pires trucs parce qu'il faut toujours mettre en contexte, mais j'ai eu plusieurs séries de déconvenues et de choses un peu compliquées. Alors il y a eu l'anorexie hein, qui voilà, et j'ai aussi fait un burn-out suite à de gros problèmes au boulot. Mhm. Du coup, à un moment, je me suis dit maintenant t'as 25 ans, va falloir arrêter de s'oublier pour les autres et faire quelque chose qui te plaît vraiment et puis on s'en fiche de ce qu'ils pensent et puis t'es très bien comme ça. Enfin, vraiment, ça m'a mis un coup. Alors j'ai été sans doute aidée des psys que j'ai pu voir ou alors de l'hypnothérapeute pour calmer les angoisses qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, bah maintenant, c'est vrai que en fait cette question elle est pas facile parce que effectivement maintenant je me sens vraiment moi. Du coup, je vois plus tout à fait le moment où ça a basculé. Voilà, ça a pas toujours été comme ça. Parce qu'en fait, je me vois pas moi comme mise en scène. Ce que je vois, c'est le tout, c'est-à-dire le fond qui va bien avec le vêtement comme il est porté, la tenue. En fait, moi, je vais pas dire, je suis un peu un cintre quoi. Pour moi, c'est pas moi qui importe. C'est vraiment de créer une photo avec un univers. D'accord. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le conçois. D'accord. Du coup, après, voilà, j'arrive pas, par exemple, à poser façon mannequin parce que alors je trouve que ça c'est trop se prendre au sérieux. Ça donne, on est obligé de faire la tête, alors que moi je suis quelqu'un de plutôt enjoué, donc voilà, j'essaye d'apporter ça pour pas faire trop pro entre guillemets. Enfin, j'ai envie de communiquer cette bonne humeur et puis de donner des images qui sont sympas parce que c'est pas que j'ai envie de proposer aux gens d'atteindre une quelconque perfection. Ce qu'on entend souvent sur Instagram, c'est juste ça fait du bien de voir un beau vêtement qui est bien mis en œuvre. Et puis moi, j'adore la photo, j'adore la mode, plus un mélange de tout en fait. Effectivement, j'avais fait à cette époque des billets sur le bien-être parce que j'étais encore, quand je les ai écrits, à cette période en quête de bien-être par moi-même. Voilà, c'était aussi une petite thérapie que j'avais fait sur le blog. Et je me disais qu'en partageant ce que je vivais, ça pouvait aussi aider des personnes qui lisaient ça à ce moment-là, à les aider peut-être elles aussi à se sentir mieux avec ce qu'elles avaient et arrêter de scinder le corps, l'esprit. On est tous la même personne et il faut s'accepter entièrement. Oui, parce que je me souviens de cet article, c'est où tu disais, à force de regarder des photos de moi, je vais arrêter de me focaliser sur un sourire, sur un bouton, sur une mèche de cheveux ou un truc, et prendre vraiment la photo en global, comme tu dis, avec un fond, une mise en scène, etc. C'est vrai que moi, les premières fois où j'ai fait mon podcast, au début, je disais, ah, ma voix, c'est pas possible. Et puis, bah, finalement, en bossant pendant 3-4 heures au moins sur chaque épisode, et ben il y a un moment on fait plus attention à ça, ce à quoi on fait attention c'est à la façon dont c'est fait et c'est proposé et je pense qu'en effet c'est aussi un travail que je trouve intéressant
à différentes occasions, de prendre le temps de se prendre en photo et de se regarder. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent moi je prends jamais des photos, et je pense que pour un travail d'acceptation de soi c'est hyper important. Et hors contexte blog et hors contexte publication après, hein, c'est vraiment se prendre en photo et se regarder soi-même. Et moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très catharsique. Ouais. Et de prendre le temps de se regarder et de se dire en fait ça c'est moi, voilà, je peux m'accepter. Et la photo a cette distance qui permet de faire un travail. Donc en tout cas merci d'avoir partagé cela. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser quand tu disais oui, ma voix, effectivement maintenant moi ma tête entre guillemets, je vais plus me focaliser sur le faux pli qui s'est créé au niveau de la blouse que mon sourire, parce que de toute façon je suis en stories, je me maquille jamais en story, sauf si je suis maquillée pour aller au travail. Mais enfin vraiment à un moment faut décomplexer, parce que sinon j'imagine même pas, faudrait que je prenne 30 minutes à chaque fois de poster une stories de 20 secondes pour avoir l'air bien. Enfin, et puis je trouve que c'est surfait. C'est marrant, une fois j'avais montré la vidéo à ma collègue, une vidéo où j'explique là comment on plie le tissu, et j'étais pieds nus sur ma vidéo en legging, limite pyjama, et elle m'avait dit mais c'est énorme, parce que en fait effectivement c'est quelque chose qui est public, c'est sur YouTube, c'est pas prise de tête. Elle avait trouvé ça pas mal, et effectivement j'aime pas me prendre la tête sur moi maintenant, je suis comme ça et puis c'est tout. Et j'aime bien véhiculer ce message, je veux pas être quelqu'un de, voilà. C'est une belle c'est une belle avancée en tout cas. Bravo à toi d'avoir eu ce parcours. Et on partait de loin. Oui, non, mais c'est chouette de le partager, parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui, quel que soit leur âge et quel que soit leurs soucis personnels, qui ont du mal avec leur image. Et c'est tout. Je pense qu'on a tous un travail important à faire sur ça. J'avais envie d'évoquer deux petites choses un petit peu fun. On en avait parlé une fois, c'était et je l'avais évoqué avec Camille qui gère la page Facebook d'Atelier Scamit. C'était le fait de prendre des références sur la mode et de vouloir les reproduire, ce dont on a parlé au début de notre entretien. Toi, tu avais créé, on pensait l'idée de créer un hashtag ou quelque chose, et toi sur ton blog, tu proposes justement comme ça des looks que tu adaptes, et tu as appelé ça See It Sweet, donc le voir, le coudre. Voilà, j'avais juste envie d'évoquer cela parce que je trouvais ça fun, et je pense qu'on est beaucoup à s'inspirer comme ça du prêt-à-porter, quel que soit le style proposé. Ouais. En fait, c'est vrai que, alors c'est peut-être plus sur Instagram que sur les blogs, mais effectivement, le nombre de fois où on suit les hashtags type Cézanne like, des petits mots like, c'est vrai qu'on voit plein de nanas qui font de la couture. Alors quand je dis nanas, c'est positif, hein. On voit plein de filles qui font la couture et qui se disent tiens, j'ai vu cette pièce chez un tel, comment je me l'approprie, est-ce que vous avez des idées de patron? Et je trouvais ça assez sympa, parce que la mode ça recommence, ça se poursuit, oui, on se nourrit de ce qu'on voit, donc c'est vrai qu'une pièce peut nous faire envie, mais c'est vrai que la coudre, plutôt que de l'acheter, c'est aussi un autre travail, ça nous donne un objectif créatif, ça nous permet de nous évader. Moi, j'aime bien effectivement trouver des pièces que j'aime bien dans le prêt-à-porter, essayer de me creuser la tête pour proposer des alternatives. Expliquer aussi assez dans le détail, parce que c'est pas toujours facile en fait d'imaginer comment on peut modifier un patron. Donc pour chacune des inspirations, c'est vrai que j'essaie de donner vraiment les étapes en fait de modification du patron, que j'essayais vraiment d'être basique pour être accessible à tous. Là, je sais que là récemment, j'aime bien suivre la personne s'appelle S-du-bas Bribri sur Instagram, ou Briri pardon, avec plusieurs i, et du coup elle est en train de faire un hack, c'est comme ça que ça s'appelle, d'un des pulls Cézanne qui vient de sortir en mohair avec des broderies. Et donc elle fait vraiment toutes les stories pour montrer comment on modifie le patron et toutes les étapes, comment on pose le ruban de broderie, comment on pose le biais sur l'encolure, etc. Et je trouve ça super intéressant. Et je dirais même que sa réalisation, là, elle était en train de poster, je crois que c'était hier ou avant-hier, donne mieux que le pull que j'ai été voir en vrai en magasin. Oui, puis de toute façon, c'est un labor of love, comme on dit. Enfin, c'est aussi quelque chose qu'elle va chérir d'autant plus parce qu'elle lui aura passé du temps, et c'est sûrement plus beau parce qu'elle aura sûrement fait attention aux matières qu'elle va utiliser et à choisir exactement les choses parfaites pour elle, en tout cas. C'est ça. J'avais envie de finir notre entretien sur ton petit calendrier de l'Avent. Je pense qu'en cette période de préparation de Noël, c'était tout indiqué. Tu proposes sur Instagram un calendrier de l'Avent. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît, et puis nous dire ce qui t'a motivé à mettre ça en place et comment ça se passe? Oui, et du coup,
Ça aussi, c'est une inspiration des blogueuses mode très suivies que je suis. En fait, j'emprunte pas mal les codes. Enfin, mon idée en tout, c'est d'emprunter les codes de ce qui se fait au niveau de la blogosphère mode et de l'importer dans la couture parce que voilà, je trouve que c'est super sympa. Et donc, c'était un concept qu'une des blogueuses, elles en parlent, fait depuis 5 ans, je crois. Donc, d'offrir un cadeau par jour. Alors je me suis dit ok, le projet est super cool. Ça me permet aussi parce que là j'ai été très suivie très vite et donc c'est une manière aussi pour moi de remercier les gens qui me suivent et de dire bon bah je vous oublie pas et là pendant ce mois de Noël je peux vous offrir un cadeau par jour, enfin, au moins à une des personnes. Voilà, je me suis posée en me demandant bon à quelle marque je voudrais proposer ce calendrier. Je voulais avoir des tissus mais je voulais aussi avoir des livres. Je voulais vraiment brosser tout le spectre de la couture, mais pas seulement puisque par exemple il y a plusieurs concours qui seront aussi mode éthique, zéro déchet. Voilà, je voulais vraiment avoir un peu toutes les palettes en contactant principalement des marques que j'apprécie et avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler cette année. Ok, donc on peut retrouver tout ça sur Instagram, sur les stories et sur les posts. Tous les calendriers de l'Avent, ça sera des posts. Donc pour participer, en général, faut commenter sous le post en disant je participe et j'invite mes copines couture à tenter elles aussi leur chance parce qu'un bon d'achat de X euros chez The Sweet Mercery par exemple, c'est trop cool. Donc après je fais les relais en story aussi, mais les heures de poste sont assez réguliers, c'est tous les jours. Donc du 1er décembre au 24 décembre à 20h. D'accord, très bien. Ben, on souhaite bonne chance à toutes les participantes et tous les participants. Je dis au masculin parce que je souris, tu as fait une petite story il y a pas longtemps où tu as empaqueté un certain nombre de paquets avec des noms, des adresses d'hommes et tu penses qu'il y a beaucoup de maris qui ont décidé de gâter leur femme à Noël. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Oui, je me suis dit, soit ils veulent se coudre une blouse Lola ou une robe Portofino, soit en fait, surtout qu'ils se faisaient souvent livrer sur leur lieu de travail. Donc je me dis, petit cadeau. Il y a des malins. Tu sais qui ils sont, c'est noté. Bon. Voilà. Tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce qui se profile chez Apolline Pattern? Eh bien, chez Apolline, je suis en train de travailler donc sur une collection capsule, donc qui sortira en mars 2020, qui est un joli projet qui est pas si éloigné de ce que j'ai pu faire donc sur les vêtements de cérémonie et la robe de mariée. C'est un joli projet, on est plusieurs en fait dessus. Il n'y a pas que moi, que j'ai hâte de partager et effectivement après il y aura peut-être quelques modèles plus classiques. Quoique j'essaye toujours quand même dans mes patrons de faire une déclinaison faite comme une déclinaison simple parce que je sais ce que ça représente comme coût un patron, donc j'essaye toujours d'apporter le plus de déclinaisons possible. Mais voilà, donc première échéance en mars 2020 et ensuite sans doute en mai, juste avant l'été. D'accord. Et est-ce que tu peux redire à tous nos auditeurs et nos auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, s'il te plaît? Alors, j'ai mon Instagram qui est donc @Estelle-8spch. J'ai aussi mon blog www.some-place-cold-home.com. Ce sera peut-être plus simple de le voir noté. Et effectivement, ma marque de patron, Apolline Pattern, Apolline... je sais plus s'il y a un tiret. Mais si on tape dans Google Apolline Patterns, elle est référencée, donc vous la trouverez très bien. Eh bien, Estelle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cet entretien, d'avoir répondu à toutes mes questions, et d'avoir répondu à toutes mes interrogations. Et puis, je souhaite longue vie à Apolline Pattern et beaucoup de plaisir à continuer dans cette voie de la couture qui te réussit très bien, parce que tu proposes de très jolies choses. Et merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée dans ce podcast que j'avais vraiment apprécié d'écouter. J'avais écouté les précédents numéros. Et voilà, je te souhaite aussi bonne continuation. Et puis, de toute façon, on se retrouvera sur la toile. Merci beaucoup, Estelle. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Cause aux Coutures avec Mathilde et Estelle. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.